« 250 ans plus tard, on en discute encore avec passion tellement ce traité de Paris de 1763 est lourd de conséquences. Il mettait fin à une guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, mais qui a commencé avant, ici, en Amérique, par des affrontements entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Une guerre dans la guerre, une guerre de conquête, qui aura duré donc de 1753 à 1760, celle-là. Et avec une bataille qui a marqué l'imaginaire québécois, la défaite des plaines d'Abraham en 1759, la capitulation de Montréal ensuite en 1760 et le point final pour la Nouvelle-France, qui aurait peut-être pu ne pas être final, le traité de Paris de 1763. Les choses auraient-elles pu être différentes? Encore aujourd'hui, les esprits s'enflamment, et je pense qu'on le verra peut-être dans quelques instants. Un traité international qui va bien au-delà du destin de la Nouvelle-France. Et on a fêté à Paris ce traité par des feux d'artifice. Le sucre de la Martinique, de la Guadeloupe et la pêche sur les bords de Terre-Neuve et dans le golfe Saint-Laurent étant plus attirants que les quelques arpents de neige. Même si la France a perdu un empire, que l'Angleterre en a agrandi un, des Acadiens auront été déportés, les Canadiens seront sans Canada, des Américains peuvent rêver d'indépendance, et les Amérindiens, eux, au tournant de l'histoire, on se demande qui les représentait à la signature du traité de Paris et les grandes questions que nous abordons. Alors, c'est un peu, et j'ai hésité avant de vous dire ce que j'avais à vous dire là-dessus, parce que j'ai 4 experts devant moi, alors je suis comme devant un examen, et j'espère ne pas avoir commis d'impair. On va commencer. Ils ont chacun 2 minutes et demie environ, et après le débat, pour nous parler de ce traité de Paris. 27 articles, plus 3 articles séparés, conclu par les représentants des rois de France, d'Angleterre et d'Espagne et adopté ensuite par le roi du Portugal, et qui réorganise la situation internationale du temps. Alors, pour nous l'expliquer, ce traité, je commence avec M. Denis Vaugeois. M. Vaugeois, ce traité de Paris, comment vous pourriez nous le présenter, nous le faire connaître, parce qu'on le connaît mal? Bien, il me semble que vous avez dit l'essentiel, M. Besogne. Je vous ai volé un scoop. Allez-y donc. Bien, alors, écoutez, il convient de rappeler donc, que le traité de Paris a 27 articles. Ce qu'on mentionne moins souvent, c'est qu'il y a 3 articles séparés et même il y a une déclaration qui a suivi immédiatement, le jour même d'ailleurs, la signature du traité. Les 27 articles traitent finalement de cette guerre qui était mondiale. Donc, il y en a pour l'ensemble de la planète, Pondichéry ou Chandernagor et ainsi de suite. Mais pour ce qui nous concerne, c'est vraiment les articles 4 qu'on cite tout le temps d'ailleurs, parce que c'est dans l'article 4 que la France cède le Canada à l'Angleterre, en précisant que les gens qui l'habitent auront 18 mois pour rentrer chez eux, etc. Bien, rentrer chez eux, rentrer en France, encore que c'est un mauvais lapsus, parce que s'ils rentrent en France, ils ne sont plus chez eux. Mais ça, on pourrait peut-être y revenir. Donc, l'article 4 précise aussi la liberté de religion. Mais c'est un article sur lequel on revient tout le temps, qui est important. Mais pour moi, les articles suivants, 5, 6, sont déjà plus significatifs, parce que là, on voit ce que la France a décidé de sauver, de garder. Et là, c'est les pêches, le poisson. Parce que, comme vous l'avez dit, la France avait devant elle, d'abord, une colonie soi-disant qui coûtait cher et qui avait un climat difficile. Mais en même temps, c'est qu'il y a dans la balance, il y a le poisson, il y a le sucre, il y a les fourrures. Et on ne peut pas prendre les 3. Il faut choisir au maximum 2 sur 3. Et Choiseul aura décidé de garder les pêches. Mais ça, c'est une continuité. Les Français sont venus d'abord pour le poisson. Ils l'ont sauvé à chaque occasion où il y a eu une discussion, un péril. Ils l'ont sauvé au traité d'Utrecht. D'ailleurs, c'est mentionné comme tel dans le traité de Paris. Alors, puis après ça, bien, pour le sucre, bien, ils cèdent le Canada, mais ils récupèrent la Guadeloupe, la Martinique, les îles à sucre. Et ça, c'est une perspective d'une très grande richesse. Mais l'article, pour moi, qui est le plus fascinant et dont on ne parle jamais, je suis très content d'ailleurs parce que ça me donne une petite poignée pour aborder le traité de Paris, c'est l'article 7.
je ne me souviens pas d'un historien qui s'est arrêté à l'article 7. Et l'article 7 précise les frontières du Canada qui est cédé à la Grande-Bretagne. C'est assez extraordinaire, hein, parce que le Canada est cédé, mais on ne dit pas où commence et où finit le Canada. On prend pour acquis que c'est la vallée du Saint-Laurent, c'est ça qu'on comprend. À un moment donné, on dira le Canada disparaît. On va créer à l'intérieur de ce qu'était autrefois le Canada une colonie, la colonie de Québec, la province de Québec, la colonie de Québec, il ne faut pas l'oublier. La province de Québec, là, quand on se vante d'être de la province de Québec, on se vante d'être dans une colonie. Alors, il y a un petit territoire de délimité, colonie de Québec, mais pour le reste, jamais les historiens sont trop préoccupés de où finissait ce Canada. Alors, le Canada est fini, selon l'article 7, le long du Mississippi. Et jusqu'à une rivière dite d'Iberville, et là, de façon, la frontière va suivre la rivière d'Iberville, Maurepas et Pontchartrain, jusqu'au golfe du Mexique, de façon à protéger la ville de la Nouvelle-Orléans. Alors, pour moi, ça, c'est l'élément le plus lourd de conséquences pour la suite des choses. J'aurai l'occasion d'y revenir. Maintenant, je termine sur un autre élément qui n'est pas dans le traité de Paris comme tel. C'est une déclaration sur la monnaie de papier en circulation dans la colonie. Et ça, c'est le drame total. Ça aussi, c'est une question qu'on occulte généralement. Dernier point, le traité de Paris a été rédigé en français et il y a un article séparé qui dit « C'est pas parce que ça a été rédigé en français que le français est une langue plus importante. » Merci. Merci, Denis Bourgeois. Et maintenant, Mme Lejeune, à vous, les aspects importants de ce traité de Paris pour vous? OK, donc moi, ce qui me semble important, c'est alors l'article 4 que vient de mentionner mon voisin de gauche. L'article 4, parce que ce qui me frappe en le relisant, c'est le choix des termes qui est utilisé. Par exemple, l'article 4 mentionne notamment les habitants du Canada. Et je dois dire que dans tous les textes dont on peut parler à l'époque, de déclaration de Georges III, par exemple, jamais il ne parlera de ces sujets américains. Ici, dans ce texte, on parle déjà des habitants du Canada, par opposition aux Français qui vont devoir rentrer sous 18 mois. Et je pense que déjà, mentionner ce terme-là, ça veut dire que dans l'esprit des signataires du traité, eh bien, les Canadiens étaient déjà établis comme une nation à part entière. Plus que des colons, ce sont déjà des gens qui sont sur leur terre. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est en relisant pour aujourd'hui que je me suis dit, mais pourquoi ce terme-là? Je ne le trouve pas dans des textes écrits par des Britanniques par ailleurs pour parler encore une fois des Américains. La deuxième chose, bien sûr, c'est l'engagement du roi d'Angleterre, bien sûr sous la pression des grandes majestés chrétiennes et catholiques que sont le roi d'Espagne et le roi de France, de l'obligation de maintenir l'accès, en tout cas, à la religion catholique pour leurs futurs sujets, que ce soit dans les territoires anciennement espagnols ou dans les territoires, donc dans le Québec ou la Nouvelle-France, par exemple. Donc cette obligation-là, elle est écrite dans le texte. Forcément, il va falloir développer par la suite une société qui va prendre en compte ce volet-là. Et de la part d'un roi britannique, ça a dû être extrêmement difficile de l'écrire, mais ça a été fait en tout cas. Et puis la dernière chose aussi, c'est justement le bordage, on va dire, ou le bornage plutôt du territoire. On est dans un discours de paix ici. Il s'agit surtout de ne pas continuer à guerroyer. La guerre coûte extrêmement cher. Elle a affaibli considérablement la France, mais également l'Espagne et la Grande-Bretagne. Donc il s'agit de délimiter, de tirer des traits pour éviter que les guerres ne reprennent. Et ce trait-là, pour avoir travaillé sur les rapports notamment des occupants, on va dire, des Britanniques qui sont en place depuis 1759, je pense notamment à quelqu'un comme Gage, donc qui est gouverneur militaire de Montréal. Il explique que dans les rapports qu'il va écrire pour la préparation de l'écriture du traité, qu'il n'a trouvé aucune carte en fait du Canada. Et c'est lui qui va suggérer, en tout cas à Aigremont et puis à Bedford, de tirer le trait à partir de l'embouchure du Mississippi. Il n'y a pas de carte actuelle à ce moment-là. Quand Bougainville repart en France aussi dans les années 58 pour demander de l'argent, il présente à nouveau des cartes pour dire on va jusqu'ici, mais on n'a pas délimité complètement le territoire. Donc c'est intéressant de le voir ici. Merci, Mme Lejeune. Mr. Anderson, it's your time. Already. Well, for me, the most important thing about the treaty is that it draws to our attention how difficult it is to end a war. They're easy to start. That's done at the behest of monarchs in the 18th century. But to end one requires satisfying constituents, including the nobles who head one's military. And so ending a war requires a great deal of attention on the part of the ambassadors
who are sent as, they called them ministers plenipotentiary, but effectively as attorneys for their kings, allowed to execute contracts for the peace. So what Bedford, the Duke of Bedford and the Duc de Choiseul and the Marquis de Grimaldi were doing, in effect, was trying to forestall the next war. They wanted to put off, insofar as possible, another imperial conflict. And to do that, they tried to look back at what had caused this one, which they believed was the obscurity of the border between New France and New England and New York. On this obscure border, the war had begun. So the most important aspect of the treaty for me is the designation of the Mississippi as the boundary between empires, because there's no mistaking that. And so we have an enormous area granted by this treaty to Great Britain. It's an area as big as Western Europe, the eastern half of North America. And similarly, an area granted to Spain that's of comparable size in Louisiana, west of the Mississippi. And those enormous, enormous grants are made because they want to prevent another war. What they hope to do, however, is to prevent the last war, the one that has broken out because of the obscure border. They really believed, by making the Mississippi the border between the British and the Spanish empires, that they would prevent war in North America forever. What they produced, of course, was incredible instability in the British Empire, and within 12 years, the American Revolution. Je vais essayer de faire, être très bref. Et la question la plus importante, c'est comment mettre fin à une guerre. On sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Il y a des nobles à satisfaire, des parties prenantes, on dirait aujourd'hui. Les ministres étaient comme des avocats des rois. Ils voulaient éviter que la cause de cette guerre se répète, et la cause aurait été les frontières qu'ils ont conçues, qu'ils n'ont plus que l'obscurité ou l'imprécision de la frontière était la cause de la guerre. Quand ils ont réglé cette guerre-là, ils avaient donné un énorme territoire à la Grande-Bretagne, également à l'Espagne, beaucoup plus grande que l'Europe même. Mais selon le professeur Anderson, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de prévenir la guerre qui vient de se terminer. Et ils voulaient mettre fin à une guerre pour toujours en Amérique, alors que 12 ans plus tard, ils se sont rendus compte qu'il y aurait une autre guerre, la Révolution française. Merci. Monsieur Courtois, à vous maintenant. Merci. Alors, je ne voudrais pas ajouter à ce qui a déjà été dit sur les articles 5, 6 et 7. Je vais me concentrer sur l'article 4, excepté que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la frontière du Mississippi prend toute son importance à la lumière de ce qui vient de se produire durant la guerre de 7 ans qui a commencé en 1754 en Amérique du Nord, avant le déclenchement officiel de la guerre entre les puissances européennes en 1756, autour de la vallée disputée de l'Ohio, qui attirait donc la convoitise de plusieurs colonies anglaises, britanniques d'Amérique du Nord et de la Nouvelle-France. Et c'est cette dispute en 1754 qui a eu énormément de retentissement. Bien sûr, on connaît l'épisode de Jumonville où George Washington a été impliqué, qui avait fait beaucoup parler en Europe. Mais pour en donner un indice, c'est à propos, en référence à ce territoire-là, que Voltaire parlait du roi de France et du roi d'Angleterre qui se battent pour quelques arpents de neige en Amérique. Donc, évidemment, ce déclenchement précoce de la guerre avait marqué les esprits. Mais moi, je le disais, je voulais me concentrer sur l'article 4, puisque c'est celui qui concerne davantage les Canadiens. Alors, je note à quel point on insiste dans le libellé de l'article pour bien expliciter à quel point le Canada et ses dépendances sont cédés à tout jamais, sans possibilité de revenir sur la cession, de contester la cession. Là encore, il y a quand même cette volonté, effectivement, d'éviter tout retour d'une
d'une source, disons, de conflit. Mais ensuite, il y a des provisions dans cet article qui concernent la protection des Canadiens eux-mêmes, qui sont des provisions qui étaient garanties déjà dans la capitulation de Montréal, en particulier l'article 27 de la capitulation de Montréal, qui portait sur le droit de pratiquer le culte catholique, évidemment. Alors, dans la capitulation de Montréal, c'était un aspect important auquel le gouverneur général Vaudreuil avait veillé. Évidemment, il fallait éviter que les Canadiens ne subissent le même sort inique et abominable que ne subissaient, par exemple, les sujets irlandais du roi d'Angleterre et d'Écosse. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point aussi les autres articles de cette capitulation de Montréal, qui protégeaient les Canadiens, par exemple l'article 37, la liberté de leur personne, leur droit de propriété, l'article 46, le droit de commercer, l'article 39, le droit de ne pas être déporté, comme les Acadiens l'ont subi. Bien, tous ces articles-là ne se voient pas réitérés. Alors pourquoi cette insistance toute particulière sur la religion? Mais je pense, quant à moi, que ça relève quand même du prestige diplomatique de la France. Sa Majesté très chrétienne perd déjà la face en cédant un aussi grand territoire. Hein. C'est déjà une humiliation cuisante pour Louis XV, qui va entacher la mémoire de son règne, à son point de vue. Il est impossible pour lui d'accepter, en plus, il serait impossible d'accepter disons, l'ignominie d'avoir cédé ses sujets catholiques à un monarque qui allait les persécuter dans leur foi. Je pense que ça, c'est important, mais il faut dire donc que ce qui protège le plus les Canadiens, en somme, c'est probablement la capitulation de Montréal, mais on voit que c'est en partie repris tout de même dans le traité de Paris. Sinon, pour le reste, mais effectivement, l'article 5 et 6 sont dans la continuité du traité d'Utrecht. Les pêcheries, quant à elles, sont beaucoup plus importantes pour l'Empire français, que ce soit commercialement ou peut-être encore plus pour le maintien d'une marine capable de rivaliser avec celle des autres puissances. La seule nuance, c'est bien sûr que le Cap-Breton est perdu et concédé, malgré toute la volonté de Choiseul de le conserver, et que c'est simplement les îlots de Saint-Pierre-et-Miquelon qui pourront servir de base pour les sécheries françaises. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir les uns par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux autres, mais je vous demanderais peut-être peut-être dans quelques secondes. On a parlé beaucoup de la situation canadienne, mais le traité de Paris est beaucoup plus vaste que la seule situation canadienne. Est-ce qu'on peut dire que ça réorganise, dans les articles toujours, on y reviendra sur les conséquences, mais on réorganise des problèmes beaucoup plus vastes encore que Mme Lejeune, peut-être là-dessus, ou à moins que vous vouliez réagir directement à ce qui a été dit. Ben, écoutez, on peut dire que vous avez raison de le souligner. La guerre était, on peut dire, mondiale. Donc, en Asie, par exemple, les Français ne sont pas obligés de s'en aller, mais ils ne peuvent plus fortifier les postes qu'ils occupent. En Afrique, c'est très gênant. D'ailleurs, je suis à côté d'un professeur de l'Université de Nantes. Les Français vont garder l'île de Gorée, madame. Hein? Oui. Alors, vous nous expliquerez à quoi sert l'île de Gorée. Ça fait partie du grand commerce de l'époque. Je veux souligner que les Français gardent Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est la richesse de la France. Nous, on s'attriste sur le sort de la France, là, qui vient de perdre un continent ou presque un continent. Mais la France a gardé l'essentiel, ce qui était le plus rentable. C'est la période coloniale française la plus prospère, celle qui va s'écouler entre 1763 et la Révolution française. Le Saint-Domingue produit 40 de la production sucrière mondiale, 50 de la production de café mondial, etc. Alors, ce n'est pas nécessairement Louis XV qui met ça dans sa poche, là, mais il reste que c'est le grand commerce. Et mais les Français perdent en Afrique, ils perdent le Sénégal, entre autres, mais ils ont quand même, sur un plan d'ensemble, ils ont quand même sauvé des éléments qui rapportent beaucoup. Mais en même temps, ils nous ont laissé aller, nous autres, mais ça va être le point 2. Hein? Oui. Madame Lejeune, vous voulez... l'île de Gorée, je pense que c'est un côté obscur des empires, ça? L'île de Gorée, c'est l'endroit où se fait la traite, en fait, parce que les Français rentrent peu sur le territoire, comme les Britanniques d'ailleurs, tout se fait au large des côtes, sur les presqu'îles ou sur les îles. Donc, bien évidemment, les choix qu'ont fait les Français étaient de garder tout ce qui pouvait être intéressant économiquement, on va voir ce qu'ils pensent du Canada, par ailleurs. Est-ce que... Oui, M. Courtois? Non, tout simplement, j'anticipe un peu sur le thème 4 dans ce cas-là en disant que la France a sauvé les meubles tout de même avec le sucre et la morue.
excepté qu'évidemment c'est une défaite énorme pour la France et une victoire triomphale inouïe pour l'Empire britannique avec les conquêtes immenses réalisées en Amérique du Nord, aux Indes, ce n'est pas rien, mais aussi tout de même à d'autres endroits comme certaines portions des Antilles et de l'Afrique, même s'il y a beaucoup de rétrocession. L'Angleterre a fait des profits substantiels à plusieurs endroits et surtout, elle met la table pour sa domination mondiale au 19e siècle. Et est-ce qu'elle met la table, M. Anderson, parce qu'on pourrait penser que ça peut être aussi le début, du moins je l'ai lu, à savoir est-ce que c'est la green light pour l'indépendance américaine? Par le traité de Paris. No, it is not. I wanted to pick up on something that Denis said, which suggests that sometimes it might be a very bad thing to win an imperial war. If you think about it, 12 years after the Peace of Paris, civil war breaks out in the British colonies. And within a year, the American Revolution is underway and the Americans have declared their independence. 12 years is not a long time for the most stunning victory to turn into an incredible disaster for the victor. At the same time, what happens in the case of France is a kind of rebirth of an empire on a different basis that has been shorn of a very expensive province, which is its North American possessions, and which is determined, as a consequence of the defeat, to take revenge on the British. The French do very well, and until they win again in the American Revolution, they're doing very well indeed. It's only because they run up such an enormous debt that they have to worry about what happens next after 1783. And of course, you all know what happens in 1789. A consequence of victory that they didn't anticipate. The Spanish, who lose after a year of war, the colossal loss of Cuba or Havana, are humiliated and flattened by this, and they reform their empire. And for another 50 years, the Spanish Empire recovers under a system of reforms they call the Bourbon Reforms. So something has happened here, and I think it's worth thinking about, that winning a war is not always a good thing for the victor, nor is it always a disaster for the defeated. Brièvement, il reprend quelque chose que Denis a dit. Parfois, ce n'est pas une bonne affaire de gagner une guerre impériale. 12 ans après, on avait une guerre civile dans les anciennes colonies et peu après, l'indépendance. Et c'est un désastre incroyable pour l'Empire britannique. La France, c'est une sorte de renaissance d'un empire qui cherche la revanche. Elle aura cette revanche avec la Révolution américaine. L'Espagne a perdu la Cuba, qui était une perte énorme. Ils sont humiliés. Par contre, ça les a obligés à réformer l'Empire et, avec les réformes. Mais la France a eu sa revanche, mais aussi, quelques années après 1783, on sait ce qui s'est passé. Oui. Alors, M. Bourgeois, 30 secondes, et après on passe à l'autre thème. J'aurais jamais pensé avoir un petit désaccord avec M. Anderson. Allez-y, oui. C'est vrai que j'ai une admiration incroyable pour lui. Mais disons que ce qu'il présente comme un petit drame, l'indépendance des États-Unis pour le monde britannique, c'est que finalement, ce schisme anglo-saxon se termine quand même très bien parce que ça jette les bases de la suprématie anglo-saxonne sur la planète. Donc, c'est un petit retard momentané